bonsoir à tous et à toutes. Je suis Jocelyn, journaliste et rédacteur pour Cinéverse et je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Cinespace, le podcast de Cinéverse. Au programme du jour, un petit point sur l'actualité avec la sortie de la seconde partie de Dune, réalisée par Denis Villeneuve, avant de se pencher sur la discussion suivante. Comment se porte la SF en 2024 et quel est son avenir? Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Louane, rédactrice et CM dans l'équipe. Bonjour Louane. Bonjour. On est également accompagné de Démétrio, à nouveau rédacteur chez Cinéverse tout autant. Hello, je suis ravi d'être là, de retour. Et enfin, Jules, community manager dans l'équipe. Bonjour. Sans plus attendre, on va lancer notre premier sujet. Les ténèbres d'Arrakis recèlent bien des secrets. Mais le plus sombre de tous demeure peut-être la fin de la maison Atréide. Ton père ne croyait pas à la vengeance. Donc Dune est de retour, suite directe de l'adaptation de 2021 du roman de Frank Herbert. Ce second volet nous plonge dans la continuité de la lutte de pouvoir acharnée et la vengeance de Paul Atréide face à l'empereur et à la menace Harkonnen. Avec toujours Denis Villeneuve aux manettes, les charismatiques Timothée Chalamet et Zendaya en tête d'affiche, ce retour sur Arrakis est-il concluant? Qu'en penses-tu, Démétrio? Écoute, moi, pour dire si je trouve que ce retour est concluant, je vais rapidement dire d'où je viens par rapport à Dune. Donc moi, j'ai pas lu le roman, parce que du coup, cette deuxième partie et la première sont adaptées du premier tome de Dune, si je dis pas de bêtises. Donc moi, j'ai pas du tout lu les romans de Frank Herbert, et je m'étais laissé porter dans cet univers avec le nouvel univers du coup de Denis Villeneuve. Et moi, je suis pas un grand fan du premier. Voilà, je l'ai revu, j'ai eu un meilleur souvenir que quand je l'avais vu en salle. J'avais vraiment été frustré par la fin. Mais pour cette deuxième partie, j'ai pas du tout été déçu ni été frustré. Bien au contraire, c'est pour moi une très grande surprise. Peut-être pour mes camarades ici présents, pas vraiment. Mais moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce Dune deuxième partie. C'est vraiment une claque. Ça fait très 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 longtemps que j'avais pas vu un film comme ça, grand spectacle, aussi réjouissant. Vraiment, j'ai pas vu le temps passer. Je suis vraiment très charmé. Ok, super intéressant. Et globalement, Jules, qu'est-ce qui t'a charmé, toi? Bah moi, contrairement à Demetrio, j'étais très grand fan du premier. Quand je l'avais vu au cinéma à sa sortie, j'avais adoré directement. Et je l'ai revu comme beaucoup quand ils l'ont ressorti au cinéma il y a pas longtemps là, et c'était encore une expérience de fou. Donc vraiment, j'y allais avec toutes les attentes du monde. Et pour passer pour la personne dithyrambique de tout ce groupe, c'était mieux que dans mes attentes, alors que j'avais des attentes stratosphériques. Donc voilà, c'est pour dire mon niveau d'amour pour ce film. Tu étais passé par le livre, toi, avant, ou t'as découvert la série avec les films? Pas du tout, j'ai découvert avec les films comme Demetrio, mais j'avoue que là, effectivement, ces deux parties du premier livre, ça m'a donné vraiment envie de le lire, en fait, et voire même lire la suite. Parce que j'en veux plus, quoi. J'ai envie de savoir des trucs là. Ça m'a laissé sur ma faim, quoi. Je comprends. Et toi, Louane, c'est quoi ton rapport un peu à Dune? J'ai vu que sur les réseaux sociaux, t'as été plutôt charmé par la proposition. Donc, il n'y a pas de secret, non, effectivement. Moi, le premier, c'est pareil. Je crois que j'avais été le voir 3-4 fois en salle. Ça avait été un énorme coup de cœur. Je connaissais déjà celui de Lynch auparavant, mais qui est comme moins bien réussi pour moi, même si je l'adore. Mais là, vraiment, pour moi, c'est un univers complètement fou, complètement immense, mais il est bien écrit. Il y a vraiment une profondeur. C'est pas juste un grand univers hyper complexe, c'est un grand univers complexe, mais tellement profond, porté sur plein de réflexions. Et du coup, le 2, c'est pareil, j'avais énormément d'attentes et je vais être un peu comme Jules. Moi, ça a été une claque, comme ça faisait très, très, très longtemps que je m'étais prise. En vrai, pas très longtemps, mais quand même un peu. Et moi, c'est pareil, je ne connaissais pas... Enfin, je connaissais de nom les livres, où je m'étais jamais vraiment plongée dedans. Là, j'ai déjà acheté les romans. Ah, c'est fait directement. Voilà, ça a été fait direct. Ok, je vous rejoins globalement tous sur le côté fascinant et même n'ayant pas peur des mots que c'est un grand film de SF. D'ailleurs, beaucoup plus que son prédécesseur qui comme Demetrio, m'avait pas charmé au premier visionnage, mais quand je l'ai revu lors de la ressortie juste avant la sortie de la seconde partie, m'avait beaucoup plus plu. Je m'étais beaucoup moins ennuyé. Finalement, j'avais réussi à me laisser porter. Donc là-dessus, j'ai pas grand-chose à lui reprocher.
Et si je dois vraiment faire un reproche à ce film, je vais commencer par ça, parce que j'ai quand même beaucoup de qualités à mettre en avant, mais j'ai quand même un reproche à lui faire, c'est que cette seconde partie, je trouve, est quand même pas très bien rythmée. Alors, je sais très bien qu'il avait beaucoup à faire rentrer en ayant lu les livres, il avait beaucoup à faire rentrer pour terminer son œuvre, mais je regrette un peu que des séquences s'enchaînent beaucoup trop vite, même si le film est bien trop long déjà. Donc c'est ça, je peux vraiment reprocher des fois le manque de cohérence entre l'enchaînement de certaines séquences et même des fois je peux un des petit peu flashs, te rejoindre là-dessus. des petites ellipses trop rapides. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Moi, je pense que d'une deuxième partie, c'est un film de 3h, 3h15 et qu'ils ont dû malheureusement couper. J'ai lu qu'il y avait Tim Blake Nelson qui devait faire, ça se voit, qui devait faire le mari de la Sédou, si je dis pas de bêtises. Ah, d'accord. Mais qu'il a été complètement cut du film, mais bon, c'est au grand dam de Denis Villeneuve, je pense, et de Tim Blake Nelson. Après, voilà, donc ça se voit qu'il y a quelques ellipses, mais malgré tout, franchement, moi, quand j'ai vu le film, là je vais le revoir cette semaine parce que je peux pas y échapper, j'ai vraiment envie de revenir sur Arrakis. Ah oui, d'accord. Ça me fait vraiment le syndrome post-Avatar 2, mais là c'est pour tout. Oh non. Et qu'est-ce que je veux dire? Moi, c'est pas quelque chose qui m'a troublé, j'avoue, je savais même pas. Parce que moi, je suis allé le voir en projection presse pour préparer la critique pour Cineverse. Projection presse, je le précise, un jour avant la sortie officielle ou 2 jours, vraiment. 2 jours avant, ouais, exactement. Exactement. J'ai dû écrire la critique au moins de 24 heures, mais je savais même pas que le film faisait 2h50, tu vois. Et franchement, j'en suis sorti, je me disais, mais il en reste encore là, pitié, s'il vous plaît. Donc, non, franchement, moi, j'ai trouvé que c'était assez bien rythmé. Après, c'est vrai qu'il y a un rythme qui est plutôt inégal, on va dire. Dans la deuxième partie, c'est vrai que ça s'enchaîne beaucoup, là où la première prend plus son temps. Mais ça en fait quelque chose d'un peu unique. Et je pense que si on regarde de plus près du côté de grands classiques de la science-fiction ou de grandes sagas comme Star Wars ou Seigneur des Anneaux, je pense qu'on peut reprocher à peu près les mêmes choses. Tu vois, je trouve pas que ce soit. Enfin, c'est un peu facile. J'ai vu des gens sur Twitter un peu le faire, taper là-dessus. Pour d'une deuxième partie, je trouve que bon, malgré tout, il s'en sort assez bien. Bah, comme on tapait sur le Seigneur des Anneaux première partie à sa sortie. Puis le temps finalement a fait que la saga a bien vieilli et aujourd'hui devenue assez incontournable. Moi je voulais revenir sur un propos que le film avait mis en avant, c'est le propos du fanatisme. C'est quelque chose qui m'a globalement fasciné quand j'ai découvert d'abord les bouquins, mais comme c'était il y a quelques années, ça m'était un peu passé au travers parce que à 15 ans j'avoue que ça me passait un peu au travers. Mais là aujourd'hui, les 45 minutes pleine où on a notre gentil Paul Atreides autour de centaines de milliers de fanatiques, littéralement. Je trouve que c'est vraiment une mise en forme justement des propos de Frank Herbert extraordinaire et que ça rend même 1000 fois mieux dans ce qu'a fait Villeneuve que dans ce qu'a pu faire Herbert dans ses écrits. Après, j'avais vu dans les livres, pardon Jules. Non, vas-y. J'avais vu dans les livres aussi qu'il y avait des termes qu'il a retirés parce que c'était beaucoup trop actuel, comme djihadiste, je crois, ça c'était écrit comme ça dans les livres. Oui, c'est écrit djihadiste dans les bouquins. Ouais, c'est ça, c'est djihadiste, mais ce que je trouve encore plus fou, c'est que via de la SF, mais comme le premier qui était beaucoup porté sur l'écologie, la destruction des mondes par les humains, c'est que là, c'est le fanatisme, c'est la mythologie, c'est les religions, ça fait une fac vraiment politico-religieuse hyper intéressante, hyper intense qui, nous, je trouve qu'en tant que spectateur, on est comme soit Chani, soit les fanatiques, parce qu'en fait, la limite, je trouve que c'est justement Chani qui nous la met, qui n'est pas croyant, qui nous remet sur terre, parce que même nous, des fois, on va se dire... Enfin, moi, en tout cas, devant, des fois, je me disais, ah ouais, c'est vraiment Liza Al-Gaïb, tu vois, avec les scènes qui étaient complètement fou. J'étais, mais oui, c'est lui. Je me mets à genoux dans la salle. Alors qu'en fait, c'est là où ça montre, je trouve que même dans la vraie vie, ça montre la vraie limite de tous ces pouvoirs, en fait, qui deviennent très vite des fois des abus de pouvoir, mais qui sont aussi... Et surtout que c'est, pour te compléter, c'est que c'est probablement une mascarade à cause de tout ce qui a été installé autour des Bene Gesserit, tout ça, c'est assez fascinant. Parce que du coup, c'est un prophète, mais en même temps, faux prophète, moi, je trouvais que toute cette dimension-là était géniale. Ouais, et ça fait un peu, en fait, ça fait prophète malgré lui, parce que tout le monde n'arrête tellement pas de lui dire qui il doit être, qu'en fait, il le devient, mais un peu par dépit, parce que tout le monde lui répète « Oh là là, ça c'est la prophétie, oh là là, c'est Liza Al-Gaïb. » Voilà. De toute façon, on voit bien la différence entre les deux films. Dans le premier film, il est en mode « Non, votre destin, je m'en tape le coquillard. » Alors que dans le deuxième, il a complètement accepté. Et sans dire qu'il prend un melon colossal, il prend un melon colossal quand même. Ouais. Par rapport à la notion d'élu, en plus, ce que je trouve intéressant dans le film,
c'est que du coup, il s'installe après des années de films de SF connus et reconnus, etc., qui utilisent beaucoup la notion d'élu. C'est un truc qui revient beaucoup en vrai dans les films de SF. Star Wars en tête, en vrai, quand on peut citer la légende. les plus connus. Et je trouve que du coup, Villeneuve, et peut-être le bouquin, j'avoue, comme je ne l'ai pas lu, je ne pourrais pas dire, mais se sert bien de la figure de l'élu, du héros aux mille et un visages, là, le fameux parcours qui revient souvent. Le fameux parcours du héros, ouais. Ouais, mais pour le détourner, il fait de Paul un peu ce héros un peu connu au début, mais il détourne la figure de l'élu pour en faire quelque chose de plutôt négatif, du coup. Moi, ça m'a vraiment surpris d'ailleurs. Enfin, je pense que toi aussi, Jules, parce que nous, on n'a pas du tout lu les livres, mais moi, je pensais vraiment pas que ça allait prendre ce chemin-là. J'avoue, moi, je me suis fait un peu spoiler sur Twitter, merde. Malheureusement. J'étais tombé sur quelques tweets de gens qui avaient déjà lu les livres et qui bon, je me suis fait spoiler, quoi. Mais du coup, ça m'a pas autant surpris, mais je pense que effectivement, si je le savais pas, ça m'aurait vachement surpris, parce qu'il y a vraiment cette idée de basculement assez pas instantané, mais qu'on voit venir, mais auquel on veut pas croire, parce qu'en fait, le film a l'intelligence de nous faire rentrer dans le fanatisme et de nous faire, comme le personnage de Stilgar dont on parlait, qui est à fond sur le Lisan Al-Gaïb. En fait, on a envie d'être avec lui, on a envie d'y croire. Comme c'est le protagoniste, on a envie de le voir réussir. Et en fait, le film nous dit, en fait, s'il réussit, c'est l'apocalypse, c'est la mort de l'univers, c'est des millions de morts. Il faut pas, en fait, la figure de l'élu, c'est un truc de fanatisme religieux, c'est quelque chose de... Personne ne devrait avoir un tel pouvoir, peu importe qui il est, parce que le pouvoir, au final, ça corrompt les gens, quoi. Et donc, je trouve que c'est très bien d'utiliser cette figure d'élu comme on a l'habitude du cinéma pour te dire, en fait, c'est pas forcément une bonne chose, c'est quelque chose d'assez pervers, c'est une lame à double tranchant dans lequel Paul, il tombe très vite du côté un peu obscur de la force, si je peux me permettre. D'ailleurs, c'était le côté qui était globalement inadaptable dans beaucoup d'œuvres de science-fiction de beaucoup de producteurs de science-fiction qui ont voulu adapter Dune avant. On a vu avec Lynch qui s'est un peu cassé la gueule parce que il avait les moyens qu'il avait à l'époque. Mais ce côté de montée du fanatisme en dehors des effets spéciaux colossaux que nécessite forcément un peu Dune, cette montée du fanatisme a été pas très bien retranscrite, alors que Villeneuve arrive vraiment à le faire monter progressivement pour que ça devienne cohérent. Évidemment, le fait de le faire sur deux films. Le fait de le faire en 2 films lui a permis de le faire monter correctement. Parce que quand Herbert fait monter ça, déjà il le fait monter avec brio, mais ça a également ce côté intangible, ce côté vraiment, c'est du fanatisme, c'est quelque chose dont on n'a pas de contrôle, et c'est comme un poison qui va se répandre, chose que Lynch n'a pas pu faire parce que tout va trop vite et que du coup il y avait une limite colossale que lui imposaient les studios de l'époque, alors qu'aujourd'hui sur 2 films et des moyens énormes dont aurait pu rêver Lynch et encore plus Jodorowsky dans son style, aujourd'hui ça a pu être faisable et ça marche excessivement bien en fait. Et d'ailleurs, mais même par rapport au côté inadaptable de Dune, c'est encore plus, c'est un peu presque suicidaire en 2 films te faire détester son personnage principal, quoi. Bon, bien sûr. C'est difficile de dire qu'on le déteste à la fin de Dune 2. On le déteste pas encore. Non, on le déteste pas encore, mais j'imagine que c'est la direction vers laquelle va la saga, a priori, s'il y a une suite. Et c'est très compliqué. Très compliqué à dire. C'est qu'il va devenir... en fait, mais déjà, moi, tu vois, pour pas m'être fait spoil, je m'attendais pas à ce qu'il tourne comme ça. Je pensais vraiment qu'il allait avoir plus de force mentale. Même si tu as un petit côté où tu te dis, qu'est-ce que ça va faire s'il tourne dans le mauvais côté. Mais c'est vraiment... Son personnage, je trouve qu'il est super bien écrit. Il a une dualité... Il a une dualité en lui, mais qui est folle et qu'ils arrivent à retranscrire sans forcément qu'il y ait trop de dialogue, mais par le biais des visions, donc des effets spéciaux ou le fait de se mettre dans sa tête, je trouve ça impressionnant. Et c'est vraiment cet héros qui va devenir un anti-héros, mais est-ce qu'il n'aurait pas quand même des bonnes intentions en devenant cet anti-héros, tu vois? Par rapport à Chani, on ne sait pas trop encore, et je trouve son écriture juste folle en fait. Donc le détester, je suis pas sûre encore, pas pour l'instant. Mais je suis hyper d'accord avec toi, Loane, parce que franchement, on comprend largement pourquoi est-ce qu'il fait ça, enfin sans excuser ni rien, mais tout le premier film et même celui-là, on n'arrête pas de lui dire que son père c'était quelqu'un de faible,
Et en fait, dans la revanche de la maison Atréide, il y voit aussi la revanche du peuple Fremen. Donc dans le premier film qui était vachement axé sur la colonisation, celui-là est vraiment axé sur la guérilla et j'ai trouvé ça très intéressant comme renversement. Je pensais vraiment pas, encore une fois, que les Fremen allaient à ce point-là renverser la situation avec Paul. Et donc non, on comprend largement ses intentions. Et d'ailleurs, petit mot pour dire que le jeu de Timothée Chalamet, voilà, il est exceptionnel. Voilà, il est exceptionnel, mais parce qu'il en fait pas non plus des caisses, mais il arrive à bien se placer. C'est ça. Donc les haters de Timothée, je les comprendrai pas parce que là, en toute objectivité, son personnage, en tout cas, déjà, il a de la chance d'avoir un personnage doté d'une écriture juste folle, mais c'est qu'en plus, il l'interprète bien. C'est comme Shani qui n'a pas le droit de pleurer. Zendaya, comment elle arrive à retransmettre chaque petite émotion, mais d'une puissance intense, c'est fou parce qu'elle n'a pas le droit de pleurer, du coup, puisque l'eau, c'est du gaspillage. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment très, très intense. Et puis le fait de cette dualité tout le temps, de cette remise en question du bien et du mal qui, en fait, à chaque fois, même nous, en tant que spectateurs, on ne sait pas trop si on penche plus vers le bien ou plus vers le mal dans la situation parce qu'on comprend un peu les enjeux et les... je ne sais plus comment on dit. Et les intentions de Paul. Et ce truc en plus des maisons, c'est pas sans rappeler Game of Thrones. Ah ouais. Bien sûr. Des maisons, j'ai adoré. Mais quand on apprend que c'est un Harkonnen, mais je me suis dit, mais qu'est-ce que je suis en train de regarder, c'est très Game of Thrones, ouais. mais on s'y attend tellement pas. C'est genre vraiment quand je l'ai. Mais je sais pas vous, mais moi au cinéma j'ai eu des réactions vraiment excessives. Je me suis levée, j'avais les mains sur la bouche, je faisais comme ça et tout. J'étais vraiment. J'étais devant mes... Connaissant déjà un peu l'univers, moi j'avoue que les surprises, elles ont été plutôt rares. Je me suis plus délecté de ce qu'a pu en faire comme travail d'adaptation Villeneuve. Mais alors au-delà des rebondissements, un truc qui a été corrigé, je trouve, par rapport au premier, c'est que là, il y a vraiment une implication émotionnelle qui est folle. Et c'est, je pense, en grande partie grâce à Shani. Ah mais clairement. D'ailleurs, c'était un de mes points sur mon conducteur. Le rôle de Zendaya, donc Shani, elle apporte toute l'émotion que le premier film n'a pas apporté en fait. Ouais. Mais 100% de la tâche. Et elle les apporte tellement différemment que dans les films où il va y avoir un peu de larmes, où ça va nous tirer larmes parce que les personnages vont pleurer ou quoi. Elle nous apporte les émotions, mais je sais même pas comment elle a réussi en elle-même à trouver, c'est son métier, mais à trouver cette façon de nous apporter les émotions juste par des expressions faciales ou même juste des regards qui sont tellement forts parce que, voilà, encore une fois, elle pleure pas. Et vraiment, elle apporte tout. Même, je trouve qu'elle apporte aussi la remise en question par rapport à Paul. Parce que si on ne l'avait pas, elle, on serait peut-être tous à fond derrière Paul comme Luke Skywalker, quoi. Genre, ça s'en rend à fond derrière lui. Je trouve qu'elle apporte cette raison. Pour continuer sur les acteurs, j'avoue que moi, j'étais pas un giga fan de Zendaya et de Timothée Chalamet. J'avais rien contre leur jeu, hein. J'étais juste, j'en ai pas grand chose à faire, quoi. Mais j'avoue que là, leurs performances m'ont absolument bluffé et j'étais convaincu de leur talent d'acteur, quoi. Franchement, Timothée Chalamet, ce que je trouve assez incroyable, c'est qu'il vend aussi bien le jeune premier, l'élu malgré lui, que le héros imposant et porte. Enfin, il l'incarne ultra bien l'évolution de son personnage qui prend en rêne son destin et qui accomplit finalement la tâche pour laquelle il a été qu'on lui a destiné en quelque sorte. Et pareil, Zendaya, comme vous l'avez dit plusieurs fois, elle communique énormément, enfin très très bien avec ses yeux. Et la scène finale que je trouve absolument géniale, et notamment les derniers plans, tiennent que sur leur jeu, quoi. Et ce qui fait que ça fonctionne si bien, c'est ces échanges de regards. Et comme disait Louane, en plus le personnage de Shani sert un peu de boussole morale au spectateur et de dire qui nous dit peut-être que ce que Paul est en train de faire, c'est pas forcément que des bonnes décisions et que peut-être que ça va pas forcément là où on aurait pensé que ça allait. Et que effectivement, s'il n'y avait pas Shani pour nous le rappeler, peut-être que la vision du film serait différente. Mais ça, tu vois, c'est vraiment quelque chose de vertigineux. Je veux dire qu'on a un contrepoint de vue par rapport au personnage principal. Alors oui, on a tendance à comparer au film Marvel et tout. C'est sûr que c'est des années-lumière.
mais ça fait quand même du bien, tu vois, d'avoir quelque chose un petit peu plus nuancé, plus complexe. Complexe qui ne veut pas dire compliqué d'ailleurs. Et moi, donc, je te rejoins largement là-dessus. Franchement, ça fait du bien, quoi. Ça change. Et d'autant que le contrepoint de vue est le love interest du héros, quoi. C'est Ouais. c'est pas le méchant qui dit, qui est nécessairement en opposition avec les pensées du gentil. Exactement, C'est ouais. quelqu'un qui vient du même camp. Donc c'est pour ça que ça marque, parce qu'on se dit, ah, mais en fait, peut-être que le camp des gentils, c'est plus le camp des gentils, ou alors est-ce qu'il y a deux camps des gentils? Enfin, rien que le fait qu'on se pose la question, c'est que le film fonctionne, quoi. Mais c'est surtout qu'en plus, au-delà que ce soit une même personne dans le même camp, c'est une personne qui a un affect très personnel pour Paul. Donc, justement, ça fait que justement, elle l'aime. Et en plus, elle est encore plus triste et dévastée, en colère de le voir devenir comme ça. Donc, ça fait vraiment le point de vue d'une personne qui le connaît intimement, en tout cas. C'est une trahison à double niveau, quoi. Et ça apporte encore plus d'enjeu au duel final. Exactement. Et je trouve que le duel final avec Timothée et Austin Butler, wow. Butler, je trouve que Timothée vraiment il change de visage à ce moment-là, c'est vraiment fatidique, où là je trouve qu'il commence à vraiment devenir l'antagoniste. L'empereur, en fait, tout simplement. Ouais. L'empereur Dieu de la galaxie. Ouais, c'est ça, mais aussi le côté où là il met à côté tous ses sentiments, ses émotions, il laisse tomber Chani et hop, quoi, ça y est, il fait sa destinée qui était prévue et je trouve vraiment sur son visage que ça se voit dans son combat et tout. Pour moi, le changement, il intervient après qu'il ait bu le sang du verre, là, je sais plus le nom. L'eau de vie. Ouais, voilà, il a un discours, et là, dès le discours, moi, j'étais en mode, ah ouais. Là, il y a un truc à changer. Mais même dans le jeu de Timothée Chalamet qui le vend super bien, tu sens que ce qu'il a vu, ça l'a changé, quoi. Et qu'il est passé, qu'il a enfin cédé à la pression des Bene Gesserit de sa mère, etc., qui a super bien arrangé son coup. Et tu sens qu'il y a vraiment, c'est le déclic qui va apporter le climax de l'histoire, quoi. Et il y a aussi un truc j'ai pas vu qu'on a relevé, mais qui, moi, m'a vraiment frappé. C'est avant le combat, quand Rebecca Ferguson, je sais plus comment s'appelle son personnage chez la Jessica, mère. je crois. Ouais. Ouais. Qui dit à l'autre mère sainte, la sainte mère. Charlotte Rampling. À Charlotte Rampling, voilà, exactement. Je sais plus son nom, bref. Quand elle lui dit, vous avez pas choisi le bon camp, et qu'elle la regarde, elle fait, il n'y a pas de bon camp. Je crois que elle dit, il n'y a pas de bon camp ou il n'y a pas de mauvais camp. Ouais, c'est ça, oui, elle explique toute dualité à la Star Wars avec le bien et le mal. Exactement. Pour le coup, on n'est pas dans les mêmes enjeux avec Dune. C'est ça. Même si Luke Skywalker et Timothée ont forcément des points communs évidents, mais il y en a aussi qui diffèrent. Mais c'est vrai que quand elle a dit cette phrase, c'est là où tu te dis, ouais, en fait, il n'y a pas de bien ou de mal. C'est juste lui qui va faire soit tout bien, soit il va tout foirer, quoi. Mais cette phrase, d'ailleurs, je trouve que c'est ce qui rend les Bene Gesserit passionnants. Moi, je trouve qu'ils étaient déjà passionnants tout du long. Le fait que ce soit elle qui soit au pouvoir, en final, qui décide absolument tout, ça, je trouve ça absolument génial. C'est un peu une espèce de... ça fait un peu référence à la religion, comment ça a pu influencer certains États par le passé et que ça a pu prendre les décisions dans les coulisses, c'est complètement ça. etc. Mais je trouve ça absolument passionnant que quand elle dit justement, mais il n'y a pas de bon camp, que en fait, peu importe qui est au pouvoir, ce sera toujours les Bene Gesserit qui seront au pouvoir réellement, en fait. Et que le fait que Paul accède à l'Empire et que ce soit l'élu de leur prophétie, c'est en fait, dans tous les cas, c'est elle qui gagne, peu importe qui. Oui, et puis c'est qui va diriger. C'est un concours de circonstances parce qu'ils avaient mis aussi tout leur pion du côté de Feyd-Rautha, Austin Butler, parce qu'elle dit oui, il y a peut-être plusieurs élus, on n'est pas tout à fait sûr que Paul ce soit le bon candidat, donc ça crée un truc vertigineux. On sait pas trop. Bah voilà, parce que quand ils se battent du coup pour le duel final, tu te dis mais celui qui gagne deviendra empereur. Mais au final, attends, mais s'ils sont manipulés, attends. Et en plus il y a Chani, et du coup ça fait qu'il y a tellement d'enjeux dans cette scène. Ouais, il y a tellement de niveaux d'enjeux pour chaque personnage a une raison de voir un des deux gagner, quoi. Et d'ailleurs, ça me permet de parler d'un truc dont je voulais parler, mais il y a un niveau d'iconisation qui est franchement très très rare ces dernières années à Hollywood, qui est juste fou, quoi. Quand les ogives nucléaires partent et qu'il y a un plan de dos de Paul qui lève le poing, mais il y a un truc vraiment, j'étais bouche bée, quoi. Je me suis dit qu'est-ce que je suis en train de regarder, c'est pas possible. Comment ils ont réussi à faire ça. On est dans des grands spectacles. On iconise un peu nos personnages, on iconise nos acteurs d'aujourd'hui aussi, quoi.
Et pourtant, c'est pas comme si c'était un film d'action. Je veux dire, il n'y a pas des scènes de combat toutes les 2 minutes, il n'y a pas des scènes de guerre. Il y en a évidemment, mais pas. C'est quand même 2h50, tu vois. C'est beaucoup de dialogue, beaucoup de. Et pourtant. Mais d'ailleurs, il faut qu'on parle quand même de la photographie et de la musique parce que les plans qui Ce sont sera le dernier aussi point. mémorables. Ah mince. Vas-y. Ce que j'allais dire, vraiment, les plans, l'image et la photographie de Greg Fraser qui fait que tous ces plans nous sont encore en tête et sont hyper mémorables et nous ont laissé bouche bée, c'est quand même incroyable. Déjà, ils tournent dans un vrai désert, donc ça aide. Mais les effets spéciaux, les décors, la photographie, la musique de Hans Zimmer, moi j'ai cette image qui ne me part pas en tête, c'est quand Paul chevauche le ver de sable avec la musique. Ah, c'est fou. C'est monumental cette scène. Je n'ai pas d'autres mots que même divin, la limite du divin, quoi. C'est un travail de fou de tout le monde, quoi. Sur ce c'est pour ça que, en dehors de son histoire, qui est effectivement, on en parle depuis 10 minutes, 20 minutes, je sais plus, qui est effectivement 20 minutes. ultra intéressante et incroyable, c'est surtout un blockbuster actuel qui se fout pas de ta gueule, quoi. Et quand il te propose du spectacle, il va te proposer un film qui est techniquement, je pense, irréprochable, quoi. On peut toujours trouver des reproches partout, mais je pense qu'il n'y a pas un plan de ce film qui est moche. Et quand on te propose un film comme ça, qui a en plus des plans qui ont le sens de l'épique, de la grandeur, comme la carrière de Greg Fraser le laisse penser, c'est quelqu'un qui est très fort pour tout ce qui est l'échelle et les plans immenses, les petites personnes dans des environnements gigantesques. Et dans ce contexte-là, ça marche extrêmement bien. Et quand on rajoute par-dessus ça une gestion des couleurs, de l'iconisation, comme en parlait Demetrio, notamment dans le duel final, le plan de début du duel où ils sont face à face, qu'on avait déjà vu dans la bande-annonce, il est gigantesque. Et puis d'ailleurs, il faut aussi parler de la gestion de la planète Harkonnen, là où c'est en noir et blanc, noir et gris. Ah oui. C'est magnifique. Mais le pire avec cette séquence-là, c'est que, comme beaucoup, je pense que je pensais que cette séquence, en voyant la bande-annonce, allait juste être en noir et blanc parce que pour une raison ou pour une autre que j'avais pas encore, parce que j'avais du style un flashback, je m'étais dit ça. Ouais, voilà. Et en fait, quand on se rend compte que c'est juste le soleil qui est noir et que en fait c'est juste la planète qui est en noir et blanc et que ça justifie absolument tous les choix esthétiques de la séquence qui est déjà ultra bien éclairée, en fait c'est grisant, quoi. C'est des choix esthétiques forts qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma parce que bon, c'est un peu con à dire maintenant parce qu'il y a la moitié d'Oppenheimer l'année dernière qui était en noir et blanc, mais pas pour les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons, mais c'est quand même un truc que c'est pas tous les blockbusters de science-fiction qui vont te sortir une séquence de 20 minutes en noir et blanc. Parlons-en peut-être des blockbusters de science-fiction. Parce qu'on pourra en parler des heures de Dune, ça j'entends bien. Mais gardons des cartouches pour la suite de Dune que Denis Villeneuve a commencé un petit peu à teaser dans tous les médias et on en parlera dans 4 ans. On espère. Non, plutôt j'espère. On verra. Donc, des origines du cinéma avec Méliès à notre film de la semaine avec Denis Villeneuve, la science-fiction continue d'éclairer l'imaginaire des auteurs et des cinéastes du monde entier dans des styles très différents entre l'Europe, entre l'Asie, l'Afrique ou l'Amérique. Quoi de mieux que la science-fiction pour devenir le miroir de notre propre monde et de nos propres comportements collectifs? Est-ce que tu veux nous parler un peu de science-fiction, Louane? Avec plaisir. Alors, déjà, moi, je trouve que la science-fiction, c'est vraiment un monde vaste et je pense qu'on s'en lassera jamais. Et on a eu tellement de trilogies ou quoi qui nous ont bercé dans nos enfances. Je pense à Terminator, à Retour vers le futur, tout ça. Mais c'est aussi important de revenir aux origines avec les livres parce qu'il y a énormément de livres de films qui sont adaptés de livres. Et je pense surtout à Philippe K. Dick avec Spielberg. Donc, ça a inspiré Minority Report, ça a inspiré Blade Runner de Ridley Scott. Enfin, c'est vraiment un univers qui existe depuis en fait tellement longtemps que c'est jamais ennuyant de se plonger dedans. Et on a eu tellement de réalisateurs à succès, hein, bien sûr, j'entends pas des navets, hein, mais que ce soit les Cronenberg, les Tarkovsky avec Solaris, Stalker, tout ça, c'est vrai que la Russie, par exemple, voilà, il y en a beaucoup aussi au Japon, avec Ghost in the Shell, Akira. Clairement. C'est vraiment un univers, je pense qu'on s'en lassera jamais, quoi. On a les Avatars, là, récemment, qui sont
qui vont prendre un peu le monde Qui vont prendre d'assaut un autre de la monde. science-fiction pendant quelques années, si j'ai bien compris. Putain, j'aurai plus de 30 ans quand ça va se terminer cette histoire. Je veux pas savoir le mien. J'aimerais d'abord commencer par revenir en crevant d'abord l'abcès, après on le met de côté. Est-ce que la science-fiction d'aujourd'hui n'est pas dominée par Marvel? Non, pas du tout. Parlons-en. Est-ce que si on regarde les entrées aujourd'hui, est-ce que c'est pas Marvel qui a la main mise sur ce qui se fait en science-fiction? Est-ce que le grand public va aller voir de science-fiction? Plus maintenant. Ouais, là, tu regardes Madame Web. Là, on est sur un tournant, mais c'est vrai quand même. En tout cas, peut-être pas Marvel, peut-être pas Marvel, mais Disney. Parce que si tu comptes les succès en tout cas sur l'année 2010, début 2020, voilà, avec les Star Wars. Donc bon, avec une qualité qu'on connaît, sauf Rogue One. Moi, je défendrai Rogue One toujours corps et âme. Je le défends avec toi, alors. Merci, je serai pas tout seul dans ce combat. Mais il y a quand même beaucoup d'exceptions au final, parce que moi, on a souvent tendance à cracher sur les Marvel. À raison. Oui, je continuerai. Non, mais même si les Avengers, on peut un peu les sauver, parce qu'au moins, bon, c'est un petit peu divertissant. Oui, c'est sûr que Madame Web, c'était pas pour l'avoir vu. Bon. Force à nous. Hein. Exactement, force à nous. J'ai découvert son existence la semaine dernière, mais il est compté dans ce qu'on parle du MCU ou même pas? Mais je sais même pas si on peut le compter dans la science-fiction. Je l'ai pas vu. Mais c'est vrai que. Vous embêtez pas. Voilà, ne perdons pas le temps. Le nombre d'entrées, finalement, c'est plus vraiment les super-héros qui dominent. Ouais. On a eu Avatar, là on a les Dunes, enfin il y a beaucoup d'autres films. Qui est un carton d'ailleurs pour l'instant. Mais comme a dit Démétrio, est-ce qu'on serait pas un tournant où finalement aujourd'hui Marvel est sur une pente descendante, mais ils ont quand même dominé le marché pendant 15 ans? Par rapport à on m'entend ou pas? Oui, bien sûr. Oui. Par rapport à Marvel, c'est vrai qu'on est clairement sur une pente descendante sur le MCU, en tout cas, qui a dominé quand même pendant bien 10 ans, et qui, effectivement, aurait pu être pris comme la SF dominante en termes d'entrée, en tout cas. Après, en termes de qualité, voilà, c'est pas forcément le cas. Mais pour parler de films de super-héros en général, je sais pas si ça va disparaître aussi vite. Je pense que ça va ralentir, effectivement, qu'on aura plus de projets, peut-être plus alternatifs, plus engagés, qui essayent de se démarquer. Comme The Creator. Voilà. J'allais le dire. Non, parce que du coup, je te laisse en parler, parce que moi, je suis pas un grand fan du film, honnêtement. Mais visuellement, c'est très intéressant, et c'est un autre univers, enfin. Parce que peut-être, voilà, c'était l'ère de Disney et de Marvel, mais est-ce qu'on quitterait pas, même si Dune, du coup, en fait partie aussi, d'une ère de la franchisation? Est-ce qu'on pourrait voir de nouveaux univers, s'il vous plaît? Est-ce qu'il serait temps de passer à autre chose? J'avoue que, honnêtement, je pense j'espère que l'ASF va se tourner vers de nouvelles histoires, ou même de nouvelles adaptations de livres qui n'ont pas encore été bien sûr. Mais je pense qu'il y a quand même, la franchisation ne va pas mourir. Je pense qu'on va manger du Star Wars pendant des années encore. Et honnêtement, je pense qu'on va manger du super-héros pendant des années encore. Surtout, en fait, les super-héros, c'est un truc qui existe depuis presque 100 ans maintenant. Voire plus, ça dépend quand tu dates la création des super-héros, c'est un truc complexe dont on va pas rentrer maintenant. Mais en plus, surtout que la plupart des films super-héros ne sont pas de la science-fiction. Enfin, les Avengers le sont, mais par exemple, les Batman de Nolan, c'est pas vraiment de la science-fiction. C'est pas de la science-fiction, c'est plus du drame, thriller. Gothique, en fait, pas... c'est le film de super-héros. On a tendance à appeler ça un genre en soi, mais c'est un truc qui est tellement vaste qui peut. Mais en fait, c'est même pas un genre. Enfin, qu'est-ce que c'est les super-héros, quoi, tu vois? Comment on arrive à définir ça? C'est une catégorie. Et honnêtement, même si je pense que ça va pas mourir, je pense que ça va juste évoluer vers quelque chose de différent, parce que là, le public est en train de se lasser, c'est indéniable. Après, à voir si ça va être bien ou pas, ça, on pourra pas le prédire d'avance, ça c'est sûr. Mais du coup, selon vous, c'est quoi on tend vers quoi dans le futur de la science-fiction? Après, je trouve qu'il y a quand même beaucoup plus, ou du moins de plus en plus de projets des projets de science-fiction assez, indépendants, je veux dire, dans le sens moins porté sur des franchises ou des univers, que je pense à Everything Everywhere at All 11. On a aussi Alex Garland qui fait un genre quand même assez SF, thriller, peut-être un peu horreur. Mais c'est vrai, c'est cette année que sort Civil War, si je dis pas de bêtises. Civil War, et puis mais moi, je suis pas sûr que ça soit SF pour le coup. Si, c'est catégorisé. Ah, c'est SF? Ok. C'est horreur SF normalement. Donc ça reste dedans. Il y avait After Yang il y a pas longtemps, ou même encore Godzilla, qui, même si ça c'est une franchise, je trouve que celui qui est sorti là, il a fait vraiment l'effet d'une bombe, quoi, qui a été
Une qui, bombe qui- bien, il bien se choisie comme détache bombe. pas de la franchise, mais parce qu'il y a il y a les Planètes des singes qui va ressortir, mais ça fait des nouveaux films peut-être plus qualitatifs que ceux qu'il y a eu par le passé. Et il y a quand même des projets comme The Creator. Je pensais à Réminiscence aussi, mais je crois qu'il n'avait pas trop bien marché. Mais à ce genre de films qui reviennent un peu comme à l'époque des films de SF sans forcément de franchise. Après, en soi, c'est pas la franchisation qui est un problème, parce que regardez, on a tous adoré Dune. Je pense qu'ici, on Oui, est tous d'accord pour dire que Blade Runner 2049, c'est un plutôt un bon film. chef-d'œuvre. Voilà, C'est un voilà. chef-d'œuvre, Ou oui. on peut dire chef-d'œuvre. Mais Voilà. On moi, a je le pense droit. que le cinéma de science-fiction de demain, ce sera une alternance entre adaptation, toujours la franchisation, il y aura toujours des Marvel, des films Mm. super-héros. Voilà, je pense qu'on sera peut-être à Dune 5, Avatar 7, etc. Mais Oh putain, quel enfer. non, on Ah verra. non, Sauf pour Dune. Moi, Dune, je peux en voir 15, mais c'est un autre débat. carrément. Ouais. Mais moi, je pense que voilà, des propositions comme Everything Everywhere All At Once, The Creator, Mm. on en aura de plus en plus et j'espère qu'elles vont s'imposer. Mais franchement, j'ai un bon pressentiment. Il y a quelques années, je pense qu'on nous aurait posé la même question, on aurait tous été déprimés. Mais Bah, là, C'est les vrai. Marvel nous auraient déprimés, hein, clairement. Ouais. ah ouais, mais même la qualité visuelle, de Dune 2, mais d'Avatar 2, même du Mm. premier Avatar, il y a quelque chose. Ah ouais. Les gens vont en salle pour voir l'innovation, sont intéressés par les nouvelles propositions et c'est assez rassurant. Mais pour revenir sur l'avenir de la science-fiction, je trouve que c'est, comme tu disais, c'est ultra encourageant qu'un film comme Dune, qui est pas un film qui devrait plaire à tout le monde, c'est un film qui est quand même, je vais pas dire qu'il est ultra space, hein, c'est pas, voilà, c'est pas un film compliqué non plus, c'est quand même un film Non, qui c'est est, grand public. Hein. voilà, c'est quand même grand public, mais c'est pas grand public comme un Marvel, quoi. C'est quand même un film qui demande un certain niveau d'exigence. Je te dis pas Ah oui, qu'il oui, est parce Bah que d'ailleurs, je trouve que il fait c'est beaucoup confiance, plus hein. grand public qu'un Marvel. Un Marvel, ça va être. Enfin, franchement, avec quelqu'un qui aime un peu le cinéma, qui a 40 ans passé, il va être compliqué à voir le Marvel. Ouais, c'est Dune, ça. il va attirer un public beaucoup plus large. Franchement, j'ai mon Évidemment, grand-père qui est allé mais voir Dune, j'ai un cousin qui est allé voir Dune. Enfin, j'ai des gens qui se sont déplacés parce que ça présentait une vraie proposition de cinéma, de spectacle. Et aussi, ça rappelle, bah, pour les plus anciens, franchement, une saga littéraire Mm. incroyable. Mais mais je trouve que ce qui est bien aussi, c'est que c'est un film qui a un univers complexe, même s'il est bien expliqué, etc. Et que ça demande de la part du spectateur une concentration, une réflexion tout du long du film. Et c'est bien que ce soit ce genre de film, pas plus intellect, mais qui demande plus d'efforts qu'un Marvel. Désolé, les Marvel super-héros à la fin, enfin tout le monde va bien. Et que ça attire justement du monde parce qu'il a quand même dépassé déjà Dune 1, qui Dune 1 avait beaucoup plus divisé. Et comme Everything Everywhere All At Once, ça encourage justement aussi à faire des films de science-fiction, mais plus indépendants. Et ça, c'est génial parce que Everything Everywhere All At Once, quoi qu'on en pense, c'est quand même un film de science-fiction qui, pour le coup, a marqué. C'était il y a 2 ans ou c'était il y a un an? Il y a 2 ans, je crois. Puis il avait Non, tout gagné aux ah non, Oscars. c'était le dernier, je crois, c'était l'année dernière. Ouais, c'était l'année ouais. dernière. Et qui a vraiment marqué le cinéma, en tout cas 2023, quoi. C'est intéressant ce que tu as dit, c'est que on a des films. Enfin, le principe même du film de science-fiction, c'est d'abord d'aller interroger son lecteur, son spectateur. Et à partir du moment où tu regardes un film de science-fiction et que tu es passif, bah, je pense que la personne a complètement manqué sa cible. Tu as besoin de faire. D'interpeller ton spectateur et qu'il soit actif dans sa réflexion et même dans sa capacité à en discuter derrière et à se remettre lui-même aussi en perspective dans la société dans laquelle il est, quoi. Mais c'est toute la force Ah non, pardon. Non, je te laisse parler. Allez, merci. Non, pardon. C'est juste que par rapport à l'avenir de la science-fiction, je vais revenir là-dessus, je pense qu'il se joue aussi dans les séries. Récemment, c'est vrai que les séries ont toujours eu beaucoup moins de budget que le cinéma, mais récemment, c'est plus vraiment le cas avec l'arrivée de gros acteurs comme Prime, comme Amazon, comme Apple, qui investissent énormément dans des gros budgets. Et du coup, on voit de plus en plus de séries de science-fiction ultra ambitieuses arriver, et notamment adapter des livres, parce que effectivement, quand tu fais une série, tu as plus le temps d'adapter des livres un peu complexes et de développer des univers. Et comme la science-fiction, moi, je trouve que l'une des parties la plus intéressante de la science-fiction, c'est de nous faire accrocher à un univers, nous faire, comme dans le fantastique finalement, nous faire accrocher à un univers, nous faire poser des questions et de réfléchir à comment cet univers se reflète dans le nôtre et qu'est-ce qu'il implique, qu'est-ce qu'il dit sur notre société actuelle. Je trouve que les séries ont plus le temps de faire ça et sont une mine d'or de potentiel
qui commence à être adapté et qui n'est pas encore au maximum de son potentiel, je pense, même s'il y a quelques séries, notamment chez Apple, de science-fiction qui sont très cool. Je pense à Silo, notamment, très, très bonne série. Pour la première saison est très intrigante, en tout cas. Ou même des séries qui ont fait grand bruit comme Dark, ouais, c'est ça. ont réussi à toucher un public très large. Ouais, et je pense que honnêtement, que ça soit pour l'adaptation des livres et même pour l'adaptation des jeux vidéo, je pense qu'il y a des mines d'or dedans qui n'ont pas encore été exploitées. Bon, il y a la série Halo par exemple qui arrive. Qui a la saison 2, ouais. Je sais pas si elle marche très bien pour le coup, j'avoue. Mais non, pas vraiment, mais elle a le mérite d'exister. C'est ça. Mais je pense que en vrai, l'adaptation The Last of Us, pardon, qui a plus marché. Ouais. Bah, par exemple, ça c'est. Je sais pas si on peut compter comme la science-fiction, mais. Quand même. Ouais, c'est un peu post-apo, mais c'est ça. La science-fiction, c'est pas. C'est tellement large. Ouais. Voilà, c'est pas. Non, mais gravé par dans exemple, le marbre. Ce genre d'adaptation, c'est l'avenir pour moi, et je pense que c'est vers là qu'on va retrouver les plus belles pépites en tout cas. Mais j'ai l'impression qu'on tourne depuis tout à l'heure, qu'on tourne un peu autour du sujet sans vouloir un peu trop le dire, mais est-ce qu'avec tous ces films de science-fiction, Avatar 2, Dune 2, est-ce qu'on recherche pas un peu ces grands films rassembleurs qu'on avait un peu avant, enfin voilà, sans tomber dans la nostalgie facile, dire que le cinéma c'était mieux avant, etc., mais qu'on avait un petit peu perdu, que les Avengers avaient dans une certaine manière, mais est-ce qu'on se retrouverait pas avec des nouvelles ou grandes sagas de cinéma ou des nouveaux grands films rassembleurs comme des Blade Runner, j'en passe des meilleurs. Ça me paraît globalement indéniable. Chaque génération a sa grande saga. Ma génération a pu avoir les Seigneurs des Anneaux et Harry Potter. Les générations d'après, les Avengers et même les Marvel en général. Oui, c'est vrai qu'on a oublié Harry Potter dans l'équation, mais c'était très important aussi. Ouais, c'était important à une époque. Et aujourd'hui, Marvel se casse pas la gueule, mais franchement s'essouffle et tout le monde n'en a plus grand chose à carrer. Donc, est-ce que Avatar, pourtant qui est un vieux film, 2009, mais bon, ça revient que maintenant, ou 2009, t'as soufflé, oui, je t'ai entendu faire un bruit. Mais parce qu'en plus, la qualité de celui de 2009, elle est déjà exceptionnelle, donc là, on a eu celui de 2020. Ah oui, mais elle est toujours, c'est ça qu'il faut. Et c'est ça, en fait, même quand tu le revois, elle est encore folle. C'était en 2009, James Cameron, qui a quand même été vachement précurseur, quoi. Mais on parle pas trop non plus d'Alien et tout. Alien, c'est des sagas qui ont beaucoup réuni. Oui, c'est vrai. Matrix aussi. Ouais, bien sûr. Terminator, tout ça, c'est vraiment des sagas qui ont quand même vachement réuni. C'est ça, chaque génération a un petit peu ses sagas cultes et ses marqueurs culturels, en fait. Et quel sera le réel marqueur culturel des années 2020 ? Dune. On verra bien. Ou Avatar, ça se bat. Les deux se battent, ouais. En on vrai, fera le point dans le Cinespace 2454 en 2031, si vous voulez. Mais j'avoue que moi, si je devais trancher, j'aurais tendance à plus dire Dune. Parce que autant Avatar, moi j'aime beaucoup Avatar, ça réunit beaucoup, ça fait un succès énorme. Mais j'aurais tendance à dire que Dune engendre peut-être plus de fanatisme, entre guillemets, dans le sens où les gens qui le voient et qui vont le voir au cinéma, etc., en sortent vraiment conquis et avec l'envie d'en voir extrêmement plus. Alors que, personnellement, pour Avatar, j'avais beaucoup aimé le film, mais je ne suis pas sorti en disant j'attends la suite impatiemment. J'étais en mode j'ai hâte pour la suite, mais je n'ai pas envie de désespérément de voir la suite. Alors que Dune arrive à me procurer ça. Et pour revenir sur chaque génération a un peu sa petite saga. On a vu beaucoup de fois la comparaison avec l'Empire contre-attaque revenir sur les différents avis sur Dune 2. Et Christopher Nolan lui-même qui a lancé ça. Alors, faut doser un peu. J'avoue qu'en termes d'iconique, c'est quand même difficile à dire vu que le film a une semaine, quoi. Ouais, c'est ça. Il nous manque 15-20 ans pour en juger, quoi. Je pense que c'est impossible de dire s'il aura son aura. Je pense que c'est pas maintenant qu'on doit le dire dans tous les cas. On saura pas le faire. Mais je pense que en fait, moi, j'aime bien la comparaison pour surtout ce qu'il représente par rapport à son aîné, qui le fait passer de tous les enjeux, qui les pousse au maximum et qui est meilleur sur beaucoup de choses. Et je trouve que la relation entre Dune 2 et Dune première partie, c'est un peu la même relation entre l'Empire contre-attaque et Un Nouvel Espoir. Et dans ce sens-là, je trouve que ça peut, si le troisième film est réussi, ça peut avoir le genre d'engouement qu'avait créé la trilogie originale à l'époque. Bon, évidemment, pas du tout le même retentissement, c'est impossible, je pense. Enfin, c'est pas impossible, mais c'est ultra compliqué d'atteindre l'aura qu'avait eu Star Wars à l'époque, parce que toujours maintenant. Dune n'est pas révolutionnaire.
C'est ça. Il est excellent, mais pas révolutionnaire. Exactement. Mais je pense qu'il peut atteindre quelque chose de similaire en plus faible, évidemment. C'est une possibilité. Est-ce que vous voulez rajouter un petit quelque chose? Ouais, rapidement. Tu disais un truc tout à l'heure, Jules, qui était très intéressant, c'est que les séries se sont vraiment appropriées la SF et essayent d'être un petit peu cette œuvre rassembleuse, bizarre. Non, je sais pas. En tout cas, une grande œuvre. Vous avez compris ce que je voulais dire. Mais moi, c'est vrai qu'on parlait de Game of Thrones tout à l'heure. Mais bon, voilà, Dune, on est très content. Nous, cinéphiles, on a apprécié. J'espère que le film marchera. Je pense que oui, apparemment, il est bien parti. à peu près pareil il est déjà premier mondial, alors. Oui, ça va aller pour lui. Mais c'est pas la bonne voie. C'est pas encore, je trouve, le culte qu'a pu provoquer, par exemple, la Game of Thrones. Donc là, à ce niveau-là, c'est très encourageant, je trouve. Donc le cinéma est un petit peu en train d'avoir sa revanche sur la télé, sans forcément les opposer, les deux se complètent, bien évidemment. Donc à suivre. Mais je me demande si les séries n'ont pas encore quelque chose à dire de ce côté-là. Aussi. Déjà, avec la saison de House of Dragon, la 2 qui va sortir, ça, c'est pareil, ça a toujours été un univers, pareil, avec les maisons, justement, avec des guérillas, avec plein de gens qui s'affrontent, avec des antagonistes et protagonistes qui ont tous la même importance. Et justement, de faire ce House of Dragon, et en plus, visuellement, ça a toujours été hyper beau, cette série. Donc, ça se complète, comme tu dis, il n'y a pas une qui est le meilleur, les films, les séries. Mais c'est vrai que par rapport à l'univers de Game of Thrones, ça n'a pas encore atteint, mais Game of Thrones est quand même plus vieux. Mais je pense que ça peut quand même atteindre ce niveau. Et Game of Thrones a vraiment pris une décennie aussi. Ouais. Déjà ça a duré 10 ans presque Game of Thrones, donc ils ont eu le temps de devenir déjà une série culte et une série qui est iconique également pour une génération de télé. Franchement, après Lost et Breaking Bad, ils ont repris le flambeau sur 10 ans et ils ont un petit peu mis tout le monde à terre et ils ont recréé le code de la série. Bon, après, c'est pas de la SF pour le coup, c'est plus de la fantasy, ou la médiévale fantasy, si on veut être encore plus précis dans les sous-genres. Mais non, mais clairement. Je vois qu'on a quelques personnes qui nous écoutent et je voulais savoir si quelqu'un voulait prendre la parole pour rajouter quelque chose sur le débat ou même sur le premier sujet du jour. C'est pas obligatoire, bien sûr. Non, si c'est obligatoire, venez au tableau. N'hésitez pas à faire une demande si vous en avez envie. Est-ce que vous voulez rajouter un truc? Voilà. Ouais, j'avoue que j'aimerais bien revenir sur un truc qu'a dit Démétrio, que les séries et les films se complètent. C'est vrai que pendant très longtemps, le cinéma a un peu méprisé le petit écran. Et maintenant, c'est quand même vachement plus le cas. On peut dire sans forcément se mouiller qu'il y a des très bonnes séries qui sont au niveau des meilleurs films, voire même parfois meilleurs. Je suis bien d'accord. Oui, clairement. Et je pense que ce qui est cool, du coup, c'est que je pense que les films vont apprendre des séries de science-fiction qui fonctionnent, de science-fiction et des séries en général, mais là, comme on parle de science-fiction, je parle de ça. Et inversement, et je pense que c'est ça qui va marcher. Je sais plus ce que je voulais dire, mais bref, c'était mon point. Ça arrive. Je pense qu'il va y avoir ça va être un transvasement entre les deux. Genre, c'est un mur qui est très poreux. La série et le cinéma, c'est quelque chose. Enfin, c'est quand même deux exercices qui se ressemblent. Dans beaucoup de points, on peut pas dire que c'est quelque chose de très différent en soi, à part dans la narration. Donc, franchement, je pense que c'est important que la série ait montré qu'ils savent faire des excellentes histoires et des excellents moments, et que le cinéma prenne des leçons de ce qui marche et ne reste pas dans son coin, quoi. Et puis après, les petits... Oui, pardon, vas-y. Je voulais juste rebondir. France. Après, ce qui est bien aussi, c'est qu'on va s'inspirer de... Enfin, le cinéma, non, pas moi. Le cinéma... Toi aussi. Le cinéma va bien sûr prendre exemple sur ce qui se passe dans les séries, parce qu'elles ont été beaucoup, pour certaines, révolutionnaires dans ce genre. Mais il y a toujours aussi l'inspiration des anciens. Dans chacun des films qu'on peut voir, il y a toujours des vieilles inspirations, et c'est pour ça que le cinéma, c'est un art aussi grand et que ça ne meurt pas. Parce que dans Dune, je ne sais pas si vous avez vu des références, mais on peut voir Gladiator, on peut voir La Guerre des Mondes de Spielberg, parce qu'en fait, qui mélange l'épique, la guerre, la science-fiction. Non, mais dans ce jeu d'échelle, avec ces grandes machines, voilà. J'ai vraiment vu La Guerre des Mondes. Mais il y a même, La Guerre des Mondes, ouais, c'est fou. C'est un truc assez extraordinaire. J'ai vu que Raphaël, bien sûr, notre cher rédacteur en chef, avait demandé la parole.
Est-ce que tu veux rajouter un truc? Salut à toi déjà, coucou. Oui, bonsoir à tous. Merci de me donner la parole. J'écoutais avec attention vos passionnants débats. Je me disais quel talent dans cette équipe. Merci. En toute objectivité, bien sûr. Je vais pas faire long, mais juste faire un petit rappel. C'est vrai que vous avez raison, la science-fiction a le vent en poupe, ne serait-ce qu'avec Marvel, qui est, comme vous l'avez dit, un sous-genre éloigné de SF, mais tout de même de la SF. C'est quand même, tout ceci n'est pas très neuf. C'est-à-dire, on est sur des adaptations d'œuvres qui datent d'une oui, bien sûr. formidable, mais ça date des années 70. Star Wars, on se retrouve avec toute une collection de films par Disney, mais là aussi on est sur du matériel des années 70. Marvel, là aussi c'est la création des comics même avant des années 70. Donc il n'y a pas grand-chose de neuf, à part sans doute Avatar, comme vous l'avez souligné, qui est là effectivement une œuvre contemporaine majeure et malgré tout ce qu'on dit, Pocahontas 2.0, c'est quand même une œuvre originale, mais malheureusement, la SF est quand même un peu, se base sur des matériaux vraiment anciens. Et c'est pas très neuf tout ça. Non, pas toujours. Et de toute façon, même on peut faire remonter les débuts de la SF moderne à. Et d'ailleurs, c'est même pas moi qui le dis, c'est de nombreux historiens dont j'ai oublié les noms, mais que j'avais noté dans mon document, mais que j'ai perdu entre temps, qui disent on peut faire remonter la SF moderne même jusqu'à Jules Verne sur des matériaux qu'on utilise toujours aujourd'hui, parce que ces voyages au centre de la Terre ou même ces 20 milieux sous les mers. Franchement, c'est des codes qu'on revoit dans énormément de films de SF, de films catastrophes, dans tout ce que vous voulez, que ce se passe dans l'espace, sous la mer. C'est des trucs ultra modernes. Donc en soi, la SF s'inspire toujours de matériaux qui ont plus de 150 ans. Et même ce qui ont inspiré les vieux films, enfin les plus vieux comme Blade Runner et tout, les auteurs, ils sont pour la plupart morts, que ce soit Philippe K. Dick. Ah oui, bien sûr. Tu vois, que ce soit Wells. C'est des auteurs. Frank Hébert est mort d'ailleurs. Ah dans les livres, c'est un autre monde encore. Alors, si l'avènement de la SF est arrivé, bien sûr, au 20e et d'un point de vue fun au 21e siècle, franchement, non, c'est un modèle qui s'inscrivait avant déjà l'invention du cinéma. C'est vraiment un sous-genre de la littérature qui est arrivé très très fort et qui s'empare globalement de toutes les œuvres culturelles d'aujourd'hui, le cinéma, le jeu vidéo. Et on reste forcément inspiré. Mais de toute manière, le cinéma, ça parle à chaque époque. Le cinéma a toujours puisé dans la littérature, comme le théâtre a puisé dans la littérature. Ouais. Enfin, en fait, c'est encore une fois plein d'arts qui se complètent, mais d'ailleurs, on a oublié peut-être un petit pan de la science-fiction, j'y pense, mais un peu le film d'espace aussi, parce que nous, on pense grande science-fiction, donc saga. C'est un film d'espace. Voilà, c'est un film d'espace, mais moi, je pensais à Interstellar. À Interstellar, bien sûr. Et évidemment à 2001. Mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas Interstellar, mais ça reste un grand film de science-fiction qui, je pense, adapté de rien, mais peut-être je me trompe. De quoi Est-ce qu'Interstellar est adapté d'un livre? Non. Voilà, c'est l'histoire originale et qui, je pense, a très très bien marché en salle et puis qui a une grande résonance même encore aujourd'hui. Donc, la science-fiction. Et qui inspire plein de trucs. Qui inspire beaucoup. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a une vibe. Beaucoup de films, mais même pas que de la SF. On a une vibe Netflix là-dessus. Oui, vas-y. Netflix, ils font une vibe ils font une fixette, je sais pas ce qui leur arrive, mais ça fait 3 ans que tous les 6 mois, même pas tous les 3 mois, ils sortent un film avec une personne qui est seule dans l'espace. Ah oui, c'est vrai. Entre Spaceman, Minuit dans l'univers, Le Passager numéro 4, Netflix, il passe pas un trimestre sans sortir un film avec quelqu'un perdu dans l'espace, je sais pas, le studio ferme. J'ai pas compris. Il part sur la Lune en fait, c'est bon. Alors, je m'avancerai pas sur les films parce que je les ai pas vus, mais c'est très drôle à observer. Mais pour revenir même sur les inspirations de la SF, effectivement, comme dit Demetrio, on a quand même des films originaux de science-fiction qui fonctionnent. On a Interstellar, mais un peu avant, il y avait Inception, qui est une idée originale aussi. Ouais, bien sûr. Mais on oublie quand même, on a beaucoup oublié de parler de Asimov, de Isaac Asimov, qui est quand même une des grandes inspirations de tous les films de SF qui sortent aujourd'hui. Notamment, on parlait des inspirations de Dune 2. Je pense qu'il y a du Fondation dedans, nécessairement. Il n'y a que ça. Ouais, c'est sûr. Mais et notamment aussi pour tout ce qui est intelligence artificielle. En plus, c'est un débat qui est énormément sur la table en ce moment et qui, je pense, va peupler le cinéma qui arrive. Là, l'année dernière, par exemple, on a eu The Creator qui en parlait. C'était l'année dernière? Oui, c'était l'année dernière. The Creator qui en parlait.
Et on a des films comme Ex Machina, etc., qui en ont parlé, ou 2001, c'est l'espace, par exemple. Ouais. C'est Asimov, l'homme bicentenaire aussi, non? Peut-être, ça je sais pas. Je crois mais tout film qui parle d'intelligence artificielle ou de robots, c'est un peu Asimov dans tous les cas. Ouais, c'est ça, il a clairement basé ses travaux là-dessus. Il a tellement défini le genre de toutes les façons que c'est impossible de ne pas avoir du Asimov partout. Et il a créé l'angoisse aussi autour de l'intelligence artificielle. On le remercie un peu. Et je pense qu'effectivement, on a beaucoup parlé de l'avenir de la SF. Je pense que l'avenir de la SF, il va beaucoup se jouer dans l'intelligence artificielle aussi. Que c'est un truc qui pollue le cinéma de science-fiction depuis des années, mais là, comme il devient de plus en plus concret. Surtout qu'il pollue notre espace médiatique aujourd'hui, on en entend parler tout le temps. Le film l'œuvre de SF s'inspire aussi des peurs de notre époque. Hein. Et là, les angoisses qui vont naître de l'intelligence artificielle et de son développement vont clairement être vomies dans toutes les œuvres qui vont être pondues ces prochaines années et ces prochaines décennies. D'ailleurs, Dune s'empare vachement des thématiques du présent. Enfin, j'ai pas lu le livre, mais il paraît que ça a été une très belle réactualisation de tous les thèmes du bouquin. Moi, quand on regarde Dune 2, sans aller du côté de l'intelligence artificielle, mais c'est un sacré parallèle à aujourd'hui. Non, c'est pas le de tous les temps, mais bien sûr. Il y a clairement un discours sur. Je sais pas si c'est volontaire, mais il y a quelque chose qui ressort et qui peut pas venir du livre parce que ça vient des années 70, comme on a dit. Sur l'intervention des États-Unis au Moyen-Orient dans les années 2000. Quoi. Ça ressort nécessairement. Bon, c'est plus trop l'actualité en quelque sorte. Non, plus trop là. Mais c'est quand même quelque chose qui vient d'un truc que propage le film et qui vient nécessairement pas du livre. Donc je pense que c'est ça qui est aussi bien dans les nouvelles adaptations de SF, c'est qu'on peut réactualiser un propos ou alors nous dire regardez, le livre, il date d'il y a 80 piges et on a toujours les mêmes problèmes. Regardez comment c'est flippant. Je pense que c'est ça qui marche aussi dans la science-fiction. Ok, sur ces belles paroles, on va passer à notre dernière petite partie. Du coup, dans nos recommandations, qu'est-ce que tu as à nous recommander cette semaine, Jules, peut-être? Du coup, on a parlé de Christopher Nolan il y a quelques minutes en parlant d'Interstellar. On va parler de son frère maintenant et de sa série en compagnie avec Lisa Joy et sa femme, je crois d'ailleurs, sa série Westworld et ses 4 saisons qui datent de 2016, je crois, de 2016 jusqu'à 2021-22, un truc comme ça. Je suis désolé, je suis pas sûr des dates. Et donc, qui est l'adaptation ou un remake, comme on veut, du film des années 70 du même nom, et qui raconte vite fait le quotidien d'androïdes dans un parc à thème un peu chelou et comment ces androïdes vont peut-être se libérer de leur chaîne, on ne sait pas. Et donc, c'est une série absolument brillante. Qui est peut-être un peu inégal, je le reconnais, mais qui a probablement la meilleure première saison de l'histoire des séries et qui est passionnante, de bout en bout, même dans ses moments les plus les moins réussis, et qui pour tout fan de SF et pour même fan de philosophie en général va vous poser plein de questions et va vous faire réfléchir à énormément de choses. Et va vous embarquer dans une écriture absolument passionnante et aussi une mise en scène parfaite, enfin pas parfaite, c'est pas vrai, mais bref, je m'en perds dans mes superlatifs. Mais en gros, c'est une belle série, quoi. C'est ça, et une série qui a été malheureusement annulée avant sa fin par HBO, faute d'audience, et je devrais vivre avec ça pour le reste de mes jours en pleurant dans mon lit. Ok, donc un vrai kiff. C'est ça. Et toi, Loane? Alors moi, je vais rester aussi dans la SF comme Jules, comme c'est le thème. Je vais partir sur Soleil Vert de Richard Fletcher, qui est sorti en 73 et qui était déjà prédominant dans la SF et que je trouve qu'on ne connaît pas assez finalement. C'est vraiment un film qui va parler de thématiques. Il est sorti en 73, de thématiques qui nous touchent de plus en plus actuellement. Donc, c'est-à-dire que ça va être la surpopulation, la famine. Et c'est écrit d'une façon très, très subtile et très intéressante. On suit nos acteurs tout du long. Et c'est un vrai petit bijou pour le cinéma, en tout cas. Et vraiment,
un gros choc de se dire que plus de 50 ans après, un peu moins de 50 ans, bah, c'est des thématiques qui nous frappent et on se rapproche limite du futur qu'il y a dans le film en fait. Donc je vous le conseille grandement, c'est Soleil Vert. D'ailleurs, pour l'anecdote, je crois que le futur dont tu parles dans le film, il se passe en 2022. Donc oui. nous, techniquement, on l'a déjà passé le futur de Soleil Vert. On l'a déjà passé, mais on n'est pas très loin des petites guerres, de la famine, de la surpopulation, de la pauvreté. En fait, c'est ça. Ouais, c'est un sujet qui parle encore. Hein. C'est ça, et c'est pas un futur comme certaines grandes œuvres où là, ça va être dans carrément des planètes différentes. Non, là, on est chez nous. Là. C'est pas un futur, et puis c'est un futur assez pessimiste, plutôt qu'optimiste, avec des machines clairement. Et tout. Et c'est vraiment un grand film, quoi. Et accrochez-vous pour la fin. C'est ça, je ne peux qu'appuyer cette recommandation qui est extraordinaire. Démétrio, est-ce que tu as une reco pour cette semaine ? Oui, bien sûr, j'ai une reco. Donc moi, je vais pas vous recommander ni un film ni une série, mais un jeu vidéo, parce que le jeu vidéo, c'est aussi de la culture et de l'art. Et je me suis mis très récemment, ces 2 derniers jours, à Cyberpunk 2077 de CD Projekt. Donc moi qui suis un grand fan de la saga Blade Runner, j'ai l'impression de parcourir un monde ouvert à la Blade Runner. Donc pour l'instant, c'est assez jouissif. Je suis qu'à mes premières heures de jeu, donc je vous en supplie de me spoiler pas. Mais pour l'instant, je prends énormément de plaisir. Il y a une direction artistique absolument exceptionnelle, un sens de la mise en scène très hollywoodien. Donc même si c'est vraiment un jeu de son temps, hein, voilà, à la sortie, il avait été décrié pour ses bugs. Il est dans une nouvelle version qui est, pour l'instant en tout cas, largement faisable, qui est très bonne, de très bonne facture. Il a été bien retravaillé. Voilà, ils se sont bien rattrapés. Pour quelqu'un qui a poncé le jeu, et notamment le DLC, je plus sois cette recommandation. Et j'ajouterais que le DLC fait tout ce qui est bien dans Cyberpunk et le rend 3 fois meilleur. Donc si vous n'avez pas eu l'occasion de faire le DLC encore, je vous le conseille fortement. Et pour côté... pardon. Et pour ceux qui ne jouent pas, il y a quand même la série d'animation de Netflix Cyberpunk qui est sortie, qui est plutôt bien aussi. Oui, si vous ne jouez pas, mais que vous voulez mettre un pas dans l'univers et que vous aimez les animés, il est vachement bien. Avec une animation très très propre. Très belle, ouais. Très belle. Et l'histoire accrocheuse aussi. C'est une belle réalisation de la part de Netflix et c'est à noter parce que c'est rare. C'est vrai. Petit pic. De mon côté, je vais vous parler d'un jeu vidéo également. Comme quoi. Parce qu'en effet, le jeu vidéo, c'est de la culture. Et des fois, ça nous fait plonger dans l'émotionnel encore plus que le cinéma. Je vais vous parler cette semaine donc de Mass Effect qui a été développé par BioWare. Il y a belle lurette, hein, le jeu a déjà plus de 15 ans. C'est donc un jeu où nous suivons l'histoire de Jack Shepard et de son équipage dans leur mission, tout simplement pour sauver l'univers d'une menace millénaire qui s'appelle les Moissonneurs. Pourquoi je vous parle de ce jeu ? Parce que globalement, en termes de science-fiction, c'est probablement une des œuvres les plus complètes que j'ai vues de ma vie, que ce soit cinéma, jeux vidéo confondus. Alors le jeu est une trilogie, enfin une quadrilogie, mais le 4e jeu n'existe pas. Le 4e jeu n'existe pas, donc c'est une trilogie où juste le gameplay et le scénario sont extraordinaires et donc sont parfaitement assemblés et ça crée une œuvre majeure de science-fiction dont l'absence d'ailleurs d'adaptation en série ou au cinéma m'étonne toujours tellement l'univers est déjà tout créé et parfait, hyper cohérent. Il y a des personnages, il y a des antagonistes, il y a des relations entre les personnages, entre les peuples même. Tout est là pour faire une adaptation. Bah rien n'y fait, apparemment personne n'est intéressé. Mais si vous l'êtes, lancez le jeu, c'est extraordinaire. Et je me permets de compléter Taroko pour dire que sur le PS Store en ce moment, il y a une promotion. Donc on dirait que je suis partenaire de Sony, mais pas du tout. Il y a une promotion pour la trilogie à moins de 20 €, je crois. Donc moi qui n'ai pas tous les jeux, bon, j'ai vraiment hésité à les acheter, mais faut pas, faut pas céder à la surobésité culturelle, on va dire. Clairement. Mais ouais, pour avoir fait les 3 jeux, il y a pas si longtemps, il y a 1 an en plus. Je plus sois cette recommandation aussi, j'avoue, j'ai l'impression d'avoir tout vu. Par contre, c'est typiquement le genre de jeu où si vous faites que l'histoire principale, vous en avez pour 25 heures. Par contre, si vous êtes absorbé par l'univers, vous pouvez y passer une année. Et c'est un univers qui est ultra cohérent entre lui, toutes les interactions entre les peuples. Et c'est rare quand même pour un truc de SF d'avoir de pas avoir de faille. Et là, contrairement à Star Wars où tous les peuples vivent en autarcie et t'as l'impression que
toutes les espèces qui ont pourtant des gueules hyper différentes sont en paix. Et bah vraiment, dans Mass Effect, les peuples sont très différents. Il y a de la haine, il y a du racisme, il y a des problèmes entre chaque peuple. Il y a cohérent. Des histoires ultra sombres et complexes. Ouais, c'est horrible. Et on attend l'adaptation en série, hein, on attend que ça. Bah, c'est ça, l'adaptation sérielle s'y prête parfaitement. C'est donc là-dessus que se termine cette émission. Merci à Louane d'être venue aujourd'hui. Bah, merci à vous de nous avoir écoutés et merci pour l'invitation, c'était top. Merci à Démétrio. Allez voir Dune. Ah pardon, allez voir Dune. Merci à Démétrio également pour sa seconde participation. Bah, merci à toi pour nous avoir dirigé tel un chef d'orchestre. J'étais ravi d'être là et puis évidemment d'aller voir Dune. Qu'est-ce que vous faites encore écouter ce podcast? Et merci à Jules d'être venu ce soir également. Et merci à vous, c'était trop bien et trop intéressant de ce débat. Et je dirais, allez revoir Dune. Décidément, je pense que le mot est passé. Merci à tous de nous avoir écoutés, parce que je vois que déjà sur l'enregistrement, une quinzaine de personnes se sont succédées ce soir. Ça fait extrêmement plaisir. Merci à Raphaël d'être venu et d'avoir passé une petite tête dans l'émission. Et bien sûr, n'oubliez pas de suivre Cinéverse sur X, sur Instagram, d'aller voir notre site internet pour retrouver nos dernières critiques. Continuez à regarder des films et prenez soin de vous. On se retrouve dans quelques temps pour un nouvel épisode de Cinespace. Bisous, bisous. Ciao tout le monde. Au revoir. Salut.